Il est 9h10 en ce mardi 1er avril, l'heure du débat du jour. Louis Dauphren, je cherchais un poisson d'avril à vous faire, mais j'ai pas trouvé d'idée ce matin. La presse n'avait pas de poisson d'avril, signe d'un temps il n'y a plus de légèreté dans la presse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas. On va demander à nos débatteurs, peut-être. Ça fera quelque chose de léger ce matin. Sait-on jamais. Même si l'actualité est un peu lourde, c'est vrai. Merci Pierre-Hugues. On se retrouve donc demain à partir de 6h30 pour ce qui vous concerne. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Un débat exclusivement consacré à Marine Le Pen et puis aux suites de la condamnation du chef de file du RN qui devrait ne pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027 si les recours n'aboutissent pas. Elle a parlé de trou de souris pour que les choses puissent être inversées. On va voir ce qui motive et les analyses de nos trois débatteurs ce matin que je présente dans un instant, qui vont nous accompagner jusqu'à 10h. Je précise que vous avez deux adresses auxquelles vous pouvez participer, comme chaque matin, direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. N'hésitez pas à nous faire connaître votre point de vue, vos remarques et à poser vos questions. Arnaud Benedetti nous accompagne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous Louis. Guy Barret, ancien journaliste politique au Figaro, essayiste. Bonjour Guy. Bonjour Louis. Et normalement, Frédéric Sinclair est également des nôtres ce matin, politologue, analyste en stratégie et en communication politique. Bonjour Frédéric. Bonjour Louis. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, on s'intéresse à ce jugement qui a été rendu. Marine Le Pen a-t-elle été débranchée, dynamitée, disais-je ce matin? On recevait Stéphane Rosès pour en parler, lui-même qui a fait valoir quelques remarques, quelques réflexions sur des arguments de la justice pour que l'effet soit immédiat, l'effet de cette décision soit immédiat. Il a particulièrement insisté sur le fait que dans l'équilibre entre l'état de droit et la souveraineté populaire, généralement c'est la souveraineté populaire quand même qui l'emporte, mais là c'est l'état de droit qui l'a emporté, mais les arguments pour rendre la décision immédiate, lui semblait quelque peu contestable. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par ce point précisément de la décision qui a été rendue, Arnaud Benedetti? Oui, la vraie question, c'est est-ce que l'état de droit respectait le droit? En l'occurrence, c'est une question qui se pose manifestement, en tout cas au regard de la fenêtre du Rassemblement national. Si vous voulez, ce qu'il faut, c'est qu'il faut remettre cette décision aussi dans le contexte de la réponse que le Conseil constitutionnel a établie suite à ce que l'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée et pour laquelle le Conseil constitutionnel a rendu sa réponse vendredi dernier. Il s'agissait d'un élu mahorais qui contestait finalement la déchéance suite à une exécution provisoire de son mandat de conseiller municipal. Alors clairement, le juge constitutionnel a séparé, a distingué le mandat local du mandat national, mais quand même, il a mis deux paramètres importants dans sa décision. Premier paramètre, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité de la sanction, et le deuxième paramètre, c'est la liberté des électeurs. Est-ce que, question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que la décision du Conseil constitutionnel a respecté finalement ces deux paramètres? C'est vraisemblablement un des points sur lesquels insistera dans sa défense future le Rassemblement national, notamment dans la perspective de l'appel, éventuellement, potentiellement d'ailleurs, du dépôt d'une nouvelle question de prioritaire de constitutionnalité. Autre aspect important, me semble-t-il, c'est les arguments qui ont été mis en avant par les juges pour appliquer une sanction immédiatement exécutoire. Il y en a deux. C'est le risque de récidive et deux, c'est le trouble à l'ordre public. Le risque de récidive est-il possible? Comment les juges, en tout cas, le construisent? Ils le construisent à partir du système de défense de Marine Le Pen et des avocats du Rassemblement national. Peut-on s'appuyer sur un système de défense pour en déduire un risque de récidive et surtout ensuite une peine immédiatement applicable? Ça, c'est une vraie question, parce que finalement, un justiciable a le droit de choisir librement le système de défense qu'il souhaite mettre en avant. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le trouble à l'ordre public, c'est-à-dire, en d'autres termes,
le fait que Marine Le Pen soit candidate et potentiellement élue à l'élection présidentielle constituerait un trouble à l'ordre public. Mais est-ce que c'est au juge en l'occurrence, d'apprécier, et est-ce que ce n'est pas à l'électeur plutôt d'en décider? Donc là, pour le coup, il y aurait une sorte de... en tout cas, on pourrait en déduire une forme de violation de la séparation des pouvoirs. Donc en droit, il y a quand même des motifs qui peuvent nourrir une stratégie judiciaire, et en tout cas, c'est la stratégie judiciaire que semble vouloir mettre en place Marine Le Pen. Guy Barret. Oui, moi, ce qui me frappe dans la justification en droit selon les magistrats de cette mesure extrême, c'est quand on évoque le trouble à l'ordre public. Or, le fait est que si cette décision, c'est probablement leur décision qui risque de prouver et qui d'ailleurs suscite un trouble à l'ordre public quand même, quand on voit l'émotion des électeurs de Marine Le Pen, que Jordan Bardella appelle à se manifester, protester pacifiquement, et on ne sait pas jusqu'où va aller l'onde de choc dans l'opinion. Et donc ça aussi, c'était un paramètre d'ordre public dont il aurait fallu tenir compte. Et puis, l'autre aspect, c'est que, comme on vient de le dire, c'est que le tribunal, les magistrats ont estimé que quelqu'un qui a été condamné en première instance, qui est candidat et qui risque d'être élu, ça paraît, c'est un trouble à l'ordre public. Mais condamné en première instance, ça veut dire qu'on est encore innocent, puisque on est présumé innocent jusqu'à ce que toutes les voies de recours ont été purgé. Donc au moment où on nous rappelle l'état de droit, considérer qu'être condamné en première instance est un obstacle à ce qu'elle puisse être candidat et éventuellement élu, je trouve que c'est quand même excessif. Cela dit, contrairement à ce qu'elle a dit préalablement, au moment des réquisitions du parquet, ça n'est pas la mort politique de Marine Le Pen. Alors on va en débattre justement, Guy. Ne serait-ce parce qu'il y a des recours juridiques possibles. Je pose la même question à Frédéric, Frédéric Sinclair, sur la nature de la décision qui a été rendue du point de vue du droit. C'est la faillite. C'est la faillite de ce concept qu'on appelle état de droit. En réalité, le problème dans notre pays, c'est qu'on se gargarise de formules qui sont creuses et mal pensées. En réalité, on veut faire croire à l'opinion, et je pense que les gens qui utilisent ces formules le croient eux-mêmes, que le terme état de droit est une espèce de totem absolu qui garantit la démocratie, l'égalité de traitement entre tous, etc. Et donc l'application de ce concept un peu abstrait finalement, qui est la justice. Finalement, qu'est-ce qui est juste? Concept philosophique dont on débat depuis Platon. Cet état de droit est censé être une garantie absolue d'exécution du droit juste. Sauf que, en réalité, on se rend compte que l'interprétation du juge prend une part démesurée. Et dans cette démesure, il y a un hubris politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir aux citoyens que le jugement qui sera rendu ne sera pas politique. Et le citoyen, d'ailleurs, on est persuadé, puisqu'il voit depuis des années, voire des décennies, des juges dits rouges, disculpés, au moyen d'arguments toujours plus fallacieux, des récidivistes qui, dans notre pays, assassinent, violent, agressent, et à chaque fois les mêmes arguments qui sont des arguments politiques, qui sont des arguments que l'opinion classe à l'extrême gauche, c'est-à-dire des arguments qui s'appuient sur le fait que ce sont des minorités, que ce sont des personnes en insertion, que ce sont des personnes qui ont des parcours sociaux, personnels, identitaires difficiles. Et donc tout ça, ça permet à chaque fois de sortir de prison ou de ne pas exécuter un certain nombre de peines. Et lorsqu'il arrive un moment où une décision doit porter sur un justiciable, j'allais dire, qui n'appartient pas à ces catégories-là, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un justiciable, un politique qui n'appartient pas au camp républicain, au camp du bien, alors là, par contre, la sévérité est de mise.
Alors, vous avez des personnes qui volent, par exemple, dans les supermarchés, quelques paquets et eux, on tape fort. Hein. Et vous avez Marine Le Pen, qui est une justiciable qui a une forte identité politique et qui dérange le système. Et là encore, vous avez une sévérité qui est marquée. Et donc, cet état de droit qui est censé nous montrer que la justice rend simplement une véritable justice indépendamment de l'individu et que nous sommes tous égaux face à la loi, eh bien ça s'effondre en ce moment. Frédéric Sinclair, Guy Baret, Arnaud Benedetti, sur cette symétrie faite par Frédéric Sinclair, vous partagez qu'il y ait une suspicion politique, un poids, deux mesures. Qu'il y ait une suspicion politique dans la décision des juges. Je crois que les commentaires qui ont suivi l'annonce du jugement d'hier le démontrent, parce que de fait, en effet, il y a un certain nombre de questions qui peuvent interroger. Mais au-delà de ça, même, je dirais que à partir du moment, pour mesurer la question de la proportionnalité de la peine, qui est quand même un sujet majeur, puisque c'est l'exécution provisoire qui, aujourd'hui, rend inéligible Marine Le Pen, ce qui quand même a un effet politique considérable sur notre vie politique et notre vie démocratique. Vous avez des juges qui disent qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, ce qui est la réalité. Qu'il faut distinguer, si vous voulez, le contrat fictif de l'emploi fictif. C'est-à-dire qu'ils disent il y a contrat fictif, mais il n'y a pas emploi fictif. Et qui, de fait, néanmoins, vont en droit appliquer une peine qui est la peine d'exécution provisoire, qui est prévue par la loi. C'est une réalité. D'ailleurs, la question, c'est de savoir pourquoi les législateurs, finalement, ont décidé de prévoir une exécution provisoire qui constitue une sanction sévère pour les élus. D'autant plus que, je veux dire, finalement, cette sanction immédiate, elle contredit le principe de double instance, notamment l'instance d'appel. Donc, on peut se poser la question de la logique même, sur le plan constitutionnel et sur le plan juridique de cette disposition juridique. Et le législateur eût été certainement mieux avisé de ne pas, prendre ce type de disposition. Ça a été voté. Et là, les juges peuvent dire, en effet, nous ne faisons qu'appliquer le droit, nous ne faisons qu'appliquer la loi que les parlementaires ont voté. Après, sur ce que dit Frédéric Sinclair, oui, en effet, c'est, si vous voulez, le rapport à la justice qui est dans ce pays profondément affecté depuis un certain nombre d'années par un certain nombre de décisions de justice qui, en tout cas, sont perçues comme, par des larges segments de l'opinion publique, comme des décisions qui, d'une certaine manière, font preuve parfois de laxisme par rapport à certains délits ou à certains crimes, et d'une très grande sévérité par rapport à certains délits. On voit déjà que la défense, en tout cas du Rassemblement national, va être en partie, je veux dire, sur cette rhétorique-là, même si ça ne sera pas seulement là-dessus que Marine Le Pen, et on l'a entendu hier lors de son intervention sur TF1, ce n'est pas seulement cet aspect-là que Marine Le Pen mettra en avant pour se défendre. Maintenant, n'y avait-il pas beaucoup d'imprudence de la part du Rassemblement national à s'exposer ainsi, dans la mesure où, face aux scandales politico-financiers qui ont foisonné sous la Ve République jusqu'à l'affaire Cahuzac, il y a eu un basculement, disent les magistrats eux-mêmes, il y a eu un basculement avec la création d'un parquet national financier en 2013, la loi Sapin 2 dont on a parlé ce matin en 2016, qui a durci les peines d'inéligibilité, le durcissement de l'exécution provisoire en 2019, etc. Donc il y a eu tout un mouvement judiciaire. Apparemment, le RN n'en a pas tenu compte, Guy Baret. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'amateurisme Je ne crois pas, mais le parquet national financier a été créé par François Hollande à la suite de l'affaire Cahuzac. Mais ce parquet national financier, finalement créé par la gauche, en l'occurrence François Hollande, à cause d'un délit assez grave d'un homme de gauche qui plus est ministre, finalement, sa rigueur, pour l'instant, ne s'est appliquée qu'à des hommes de droite. Ça, c'est un premier point. Quant à l'imprudence, il se trouve que les circonstances, si vous voulez, de ma vie professionnelle fait que j'ai connu des assistants parlementaires, non pas du Front National d'ailleurs, au Parlement européen. Alors bien entendu que ces assistants, les députés européens, quel que soit leur bord, choisissent comme assistants parlementaires des gens qui partagent leurs convictions, ou à tout le moins
qui n'y sont pas hostiles. Et ils choisissent parmi les militants, et les militants continuent à militer, même s'ils sont assistants parlementaires, et ils ne sont pas privés de leurs droits civiques, donc ils peuvent travailler pour un parti. Alors, où se place la délimitation entre leur activité politique au Parlement européen, parce qu'assistant parlementaire, c'est aussi une activité politique, et l'activité politique partisane. Est-ce que le Front National en a abusé? Mais vous savez, tous les partis politiques, jusqu'à une certaine date, c'était exactement la même chose. On a interdit que ce soit les conjoints, les concubins, les enfants, les frères et sœurs. Donc, est-ce qu'il y a aussi pour les mêmes raisons, l'actuel Premier ministre François Bayrou a été poursuivi au titre quand il était président du MoDem, et puis aussi Mélenchon, je ne sais pas s'il est poursuivi, mais en tout cas on lui reproche ça. Donc c'est un fait général, estimez-vous? Oui, c'est un fait. Alors, est-ce qu'ils ont été trop loin? On parle d'organisation systémique. Qu'est-ce que ça veut dire, systémique? Est-ce que, voilà, on a dit tu seras assistant parlementaire pour travailler pour le parti, ou il s'est devenu assistant parlementaire et il a continué à travailler. Donc tout ça, alors évidemment, la justice a apprécié en disant que c'était absolument abominable, mais c'est pas extraordinaire, hein. De la revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti, justement là-dessus, sur ce flou apparemment quand même dans les fonctions, ou la distribution des fonctions. Oui, il y a certainement un flou. L'avenir dira si c'est au juge d'apprécier une fiche de poste, en l'occurrence, parce que c'est ça le sujet fondamental, c'est que un assistant parlementaire est un collaborateur politique. C'est-à-dire qu'en effet, vous choisissez un assistant parlementaire qui, en général, partage vos opinions politiques, vos options politiques. C'est-à-dire que ce n'est pas un fonctionnaire, un assistant parlementaire. Certes, il est payé sur des fonds publics, c'est le cas, mais il a comme patron, non pas l'administration du Parlement, mais le parlementaire qui décide de l'embaucher. C'est vrai au Parlement européen comme c'est vrai dans le Parlement national en France. Mais si vous voulez, en fait, vous avez deux conceptions qui s'opposent. Une conception qui est plus celle des démocraties du Nord et une conception qui est plus celle des démocraties du Sud et des démocraties latines. C'est vrai qu'en France, la conception que l'on se fait de l'assistant parlementaire, c'est celle-là, c'est-à-dire l'assistant parlementaire que je vais décider d'embaucher, je vais l'utiliser en fonction des besoins que je juge indispensable à l'exercice de mon mandat. Et ce qui s'est passé pendant des années et des années, c'est qu'en effet, beaucoup de formations politiques, ont utilisé les assistants parlementaires, à la fois, bien évidemment, pour travailler pour le député, mais aussi parfois pour mener des tâches qui étaient des tâches militantes. En cela, moi, je trouve qu'il n'y a rien de choquant, parce que ça fait partie, j'allais dire, de la logique et de la singularité du métier, du métier, de la fonction politique, ou du métier politique, dirait Max Weber, en l'occurrence. Mais donc, je crois que là-dessus, il y a un vrai sujet. Et d'ailleurs, c'est toute la défense du Rassemblement national reposée sur cette différence d'interprétation et de lecture. Arnaud Benedetti, Guy Barret et Frédéric Sinclair. Je repartirai avec vous, Frédéric Sinclair. Vous restez avec nous, trois analystes ce matin, pour prendre la mesure de la décision qui a été rendue et dont nous discutons. On parlera de la mort politique de Marine Le Pen, oui ou non, et quelle solution trouve-t-elle à son service pour y remédier? Les infos dans 2 minutes. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Ce mardi dans Je pense, donc j'agis avec Stéphanie Gallet, on regarde dans le rétroviseur pour se pencher sur quelques sujets d'actualité écologie du mois de mars en compagnie de nos observateurs et de nos experts. Rendez-vous dès 10h. S'informer autrement, c'est possible avec l'invité de la matinale. Chaque matin, Pierre-Hugues Dubois reçoit une personnalité pour un décryptage singulier de notre monde et de ses enjeux, mais aussi pour découvrir un parcours, un engagement. Au cœur de l'excitation du matin, l'occasion de prendre de la hauteur et donner du sens à l'information. L'invité de la matinale, c'est tous les jours à 8h10 et 19h. J'ai eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire. Un enfant qui dort dans une décharge ou ne mange pas à sa faim n'a pas cette chance. L'éducation est un droit fondamental. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire un legs à Enfants du Mékong, qui construira des écoles et scolarisera des enfants. Offrez en héritage une promesse de vie meilleure, léguée à Enfants du Mékong. Pour recevoir un conseil ou une brochure, contactez-nous sur notre site internet ou au 01 47 91 75 28.
Radio Notre-Dame, restez avec nous. Un point sur l'info avec Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour, une onde de choc dans la sphère politique. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme aménageable sous surveillance électronique, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Le parti organise la contre-offensive politique et médiatique en prenant l'opinion à témoin. Ils exigent un procès en appel suffisamment rapide pour espérer maintenir la candidature de leur chef de file à la présidentielle. Après 7 jours de vifs débats, l'Assemblée s'apprête à légiférer contre le narcotrafic. Rares sont finalement les dispositions à faire consensus, comme la création d'un parquet national anticriminalité organisée ou la mise en place d'un régime plus attractif pour les repentis. Jour de grève multifront aujourd'hui en France. D'une part, les professionnels du médico-social manifestent pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail et des hausses de salaire. Jour de grève également pour les personnels de l'audiovisuel public, Radio France et France Télévisions en tête. Ils se mobilisent contre le projet de rapprochement de leurs entreprises sur lesquelles les députés vont ferrailler en commission dans la soirée. Tentative d'apaisement des relations franco-algériennes. Les présidents Macron et Tebboune ont acté hier une relance de la relation bilatérale après des mois de crise. Cet élan reste toutefois suspendu à la libération de l'écrivain Boualem Sansal et à des enjeux de politique intérieure dans les deux pays. L'Iran agite le drapeau rouge de la menace nucléaire. Téhéran met en garde. Il ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire, mais n'aura d'autre choix que de le faire en cas d'attaque contre son pays. Une déclaration après des menaces du président américain. L'armée chinoise a annoncé hier avoir mobilisé des forces terrestres, navales et aériennes autour de Taïwan. Une mobilisation pour des exercices militaires de grande ampleur. La Chine ne cache pas qu'elle vise à mettre en place les conditions d'un blocus de l'île voisine. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence d'Arnaud Benedetti de la revue Politique et Parlementaire, dont il est rédacteur en chef, professeur associé à la Sorbonne, Guy Barret, essayiste, ancien journaliste au Figaro, et Frédéric Sinclair, politologue, analyste en stratégie et en communication politique. Frédéric, vous avez publié L'extrême droite expliquée à Marie Chantal aux éditions La Nouvelle Librairie. Mais dites-nous un petit peu ce qu'il en est de l'avenir de cette extrême droite à présent. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est complètement par terre, anéantie ? C'est justement parce qu'elle est qualifiée d'extrême droite qu'elle est par terre et anéantie. C'est-à-dire que la plupart des gens comme moi, qui sont le nez dans les livres constamment toute la journée et qui observent les critères qui permettent de qualifier à l'extrême droite ou à l'extrême gauche un certain nombre de partis politiques, disent tous de manière unanime, qu'il s'agisse de Jean-Yves Camus ou d'autres, qu'on ne peut pas qualifier le Rassemblement national de parti d'extrême droite. Sauf que les médias majoritairement continuent de le faire, et en continuant de le faire, ils instrumentalisent finalement une stigmatisation de ce parti-là. Et donc, il semble justifier absolument toutes les mesures pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Les partisans de Marine Le Pen, de plus en plus nombreux, sont de plus en plus révoltés face à cette mascarade finalement, qui va jusqu'à parfois tordre le sens même d'une élection. On l'a vu par exemple en 2024. Normalement, l'élection législative doit porter uniquement sur l'exercice du pouvoir. Vous votez pour celui qui va exercer, mettre en application vos idées politiques. Là, on a expliqué à l'opinion publique au second tour de l'élection législative qu'il fallait oublier le principe de l'exercice du pouvoir. Là, la seule règle, c'était faire barrage au Rassemblement national parce que c'est un parti fasciste, nazi, etc. Et donc, aujourd'hui, on est simplement en train de faire cliquer la clé un cran plus loin en disant, il est légitime d'attendre des juges qu'ils interdisent d'une manière ou d'une autre l'accession au pouvoir de ce parti en étant le plus sévère possible. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a dans la tête des juges, je dis que c'est ce qu'il y a dans la tête des électeurs de Marine Le Pen et des sympathisants du Rassemblement national. Et donc, ils ont l'impression que le système dans son entier, à la fois la partie médiatique, la partie politique et la partie judiciaire,
travaillent de concert pour préserver leurs petits privilèges bourgeois. C'est ainsi que la dégringolade du Rassemblement national est perçue aujourd'hui. C'est-à-dire ce parti que vous voyez à terre, en réalité, n'a peut-être jamais été aussi fort. Parce que l'opinion publique composée de sympathisants du Rassemblement national est à ce jour, à 89%, si on en croit les premiers sondages, horrifiés par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on tord encore un peu plus la légitimité démocratique. Et donc, ils sont en train de pousser, je termine en un mot, ils sont en train de pousser le curseur un cran plus loin. Et Benjamin Morel a raison dans une interview qu'il donne au Figaro, lorsqu'il dit « Il est possible que ce genre de procédé débouche sur ce qui s'est passé finalement à Weimar dans les années 30, ça débouche sur l'apparition d'une personne façon Trump, beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale, qui va vouloir balayer les institutions et rétablir une forme de gouvernement autoritaire tel qu'on le voit dans un certain nombre de pays. C'est ça que, à Weimar, les modérés, les libéraux ont construit. C'est ça que la bourgeoisie politique aujourd'hui, actuellement en place dans les différents organes majoritaires, est en train de fabriquer. Ce risque existe-t-il? On va poser la question à Arnaud Benedetti et Guy Barret. Olivier réagit. La loi a été votée par le Parlement. Les faits à l'origine de la condamnation sont-ils avérés? Si oui, où est le problème de la condamnation, dit-il? L'inéligibilité est-elle aussi dans la loi? Si oui, où est le problème? Pour une fois, le droit est appliqué, tous les arguments fallacieux sont de sortie. Tous les arguments fallacieux sont ceux qui contestent simplement l'application de la loi. Alors Arnaud Benedetti, Guy Barret, Guy, peut-être sur le point soulevé par Frédéric Sinclair, c'est-à-dire est-ce que finalement il y aura une tentation autoritaire derrière? Est-ce que ça va énerver les gens, tout simplement? Oui, certainement. Mais pas énerver les gens, énerver les partisans. Oui, sur la question, non, l'extrême droite d'abord ne disparaîtra pas, elle est constitutive de notre tissu politique. Et l'extrême droite, il n'y a pas de définition objective, c'est souvent une expression pour disqualifier l'adversaire comme fasciste ou des choses comme ça. Mais il est certain que l'onde de choc dans l'opinion, et tout plus particulièrement parmi les électeurs et les sympathisants du Rassemblement national, n'est pas achevée. Là, c'est sous le coup de l'émotion, de la colère. Qu'est-ce que vont devenir et cette émotion et cette colère? Je pense que en parlant de manifestations pacifiques, Jérôme Jordan Bardella s'efforce de canaliser cette colère, mais vous voyez, comme les gilets jaunes, les bonnets rouges sont des éléments et des manifestations qui échappent à la tutelle des partis et des syndicats. Mais il n'a pas forcément intérêt, le RN, à en faire trop sur le plan de la victimisation, non? S'il veut essayer de... Non, mais ils n'ont pas à en faire trop, puisque tout le monde voit bien qu'ils sont victimes. Alors, l'extrême droite ne disparaîtra pas, ce qu'on appelle l'extrême droite, à tort, à raison, mais Marine Le Pen non plus. Parce que, comme je disais tout à l'heure, oui, mais si elle ne peut pas se présenter, elle avait annoncé sa mort politique. Bon, manifestement, c'est pas le cas. D'abord parce que pour un homme politique ou une femme politique, sa carrière ne s'arrête que dans la tombe. Et puis, il est toujours possible, indépendamment des recours juridiques que ses avocats vont essayer de développer, elle peut toujours se représenter en 2037. Elle sera encore à un âge raisonnable. Mais c'est très loin, ça, quand même, Guy. Pas oublié. 2037. Oui, mais ce qui serait intéressant, c'est que peut-être... Mais c'est même loin, c'est loin dans l'esprit des gens. Non, mais d'accord. Non, mais ça, c'est à long terme. Et elle pourrait d'ailleurs, en 2037, se retrouver face à Macron, qui lui aussi va s'en présenter. Et dans l'immédiat, effectivement, en 2024, en 2022, et en 2020, elle avait annoncé que si elle était chef de l'État, eh bien, Jordan Bardella serait son premier ministre. Mais là, elle hésite beaucoup à lui donner le témoin. Là, elle peut inverser. Et j'y verrais d'ailleurs un avantage, que
leur poids politique, malgré tout, ne serait pas le même. Et ça peut être restauré l'article 20 de la Constitution qui prévoit que c'est le chef du gouvernement qui conduit la politique de la nation. Donc, il y a encore des portes qui lui sont ouvertes, malgré cette condamnation dont celle que je viens de donner. Arnaud Benedetti, sur la capacité donc de ce courant politique à se redresser, est-ce que vous voyez Jordan Bardella prendre la main ? À se redresser, ce courant politique n'a pas été battu dans les urnes. Enfin, il a été battu dans les urnes, si, peut-être aux dernières élections législatives, et encore, c'est pas véritablement une défaite, puisqu'ils ont largement progressé en termes de sièges à l'Assemblée nationale. Donc, ils ne sont pas battus électoralement. Et au contraire, aujourd'hui, on voit que toutes les études d'opinion le démontrent, qu'il y a une dynamique qui est favorable au Rassemblement national. Après, c'est vrai que la difficulté, néanmoins, c'est qu'après ce séisme politico-judiciaire et l'élimination, en tout cas provisoire, de Marine Le Pen de la prochaine élection présidentielle, sans préjuger de la date de l'appel et de ce que pourrait donner un jugement d'appel, c'est que, de fait, le Rassemblement national se retrouve dans une situation nouvelle, dans une élection présidentielle où, quand même, la caractéristique de l'élection présidentielle sous la Ve République, c'est la capacité à incarner la fonction. Donc, il est vrai que là, en la matière, il y a un sujet qui se pose pour le Rassemblement national. Autant, si vous voulez, pour les électrices et les électeurs du Rassemblement national, majoritairement, Marine Le Pen était la candidate naturelle, notamment du fait de son expérience politique, indéniable en l'occurrence. Autant la question se pose avec Jordan Bardella, qui est plus jeune, qui n'a pas d'expérience véritable, à incarner cette fonction, d'autant plus qu'on a vécu quand même ces dernières années un très grand rajeunissement de notre classe politique, et on n'est pas à l'abri qu'il y ait une demande, si vous voulez, lors des prochaines élections, d'avoir des profils un peu plus matures, un peu plus expérimentés. Aussi, on voit bien que aujourd'hui, après avoir eu un très jeune Premier ministre, Gabriel Attal, on a eu 2 Premiers ministres qui appartiennent à l'ancien monde politique. Autant Michel Barnier, qui n'a pas connu évidemment le succès lié à la situation parlementaire que l'on connaît, qu'il pouvait peut-être espérer, et aujourd'hui François Bayrou. Donc quand même, qu'on le veuille ou non, il y a des interrogations qui se posent au regard de cette nouvelle configuration politique. Et la grande force de Marine Le Pen au sein du Rassemblement national, c'est que même s'il n'y a pas de courant au Rassemblement national, malgré tout, elle est le point central qui permet à l'ensemble des sensibilités, notamment sur le plan économique par exemple, mais sur d'autres sujets, à pouvoir, se rassembler. Est-ce que Jordan Bardella, président et candidat du Rassemblement national, aura la même capacité? La question, là aussi, se pose. Pourrait-elle être graciée par Emmanuel Macron? Oui, mais elle peut être graciée sous réserve, mais là, il faudrait vérifier auprès des juristes que toutes les procédures aient été épuisées. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à la cassation. Voilà. Mais il peut y avoir l'article 17, en effet, de la Constitution permet la grâce présidentielle. Si elle était graciée, ce serait un geste qui ne manquerait pas de panache de la part de Macron. Sur Bardella, il a évidemment cet inconvénient de la jeunesse, mais justement, il parle peut-être aussi à des gens, notamment dans le domaine économique et social, il est plus libéral, il parle plus facilement aux jeunes, et puis, je lisais récemment témoignage d'un juif qui était interrogé à propos du Rassemblement national, et il disait: moi je suis très sympathisant du Rassemblement national et je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que je ne me vois pas déposer un bulletin où il y aurait le nom de Le Pen. Alors, combien sont-ils comme ça? Je ne parle pas seulement des juifs, bien sûr, mais de gens qui, certainement plus âgés, qui ont toujours des réticences, simplement sur le nom de Le Pen. Et de ce point de vue-là, c'est un avantage pour Bardella, qui s'appelle Bardella et qui ne s'appelle pas Le Pen. Donc il y a des inconvénients, sa jeunesse, son manque d'expérience politique, mais vous savez, quand il a été élu, Macron n'avait guère non plus d'expérience politique. Il n'avait pas d'expérience électorale, contrairement d'ailleurs à Bardella. Il était ministre et secrétaire général adjoint de l'Élysée. Mais voilà.
Il avait une expérience professionnelle. Non, mais je dis pas qu'il avait une expérience politique très éprouvée, mais il avait été ministre de l'économie, il avait été secrétaire général adjoint, il avait une carrière quand même qui était un peu plus dense, en tout cas en affichage, que celle de Jordan Bardella. Mais là où je vous rejoins en effet, c'est que après la question est de savoir si vous voulez, le résultat de ce procès va avoir un effet sur une surmobilisation d'un électorat RN qui pourrait en effet se saisir du bulletin, peu importe d'ailleurs finalement celui qui portera la marque du Rassemblement national, pour intensifier la dynamique électorale du Rassemblement national. Ça, c'est une hypothèse. Vous savez, comme disait Max Weber, le résultat de l'action correspond rarement à l'intention initiale de l'acteur. Si l'intention des juges était d'éliminer politiquement le Rassemblement national, c'est pas du tout sûr que le résultat d'hier du tribunal, je veux dire, corrobore cette intention et aboutisse pas l'effet inverse. Le RN dans les sondages est à 34-37, Édouard Philippe sera à 21-25, Gabriel Attal à 20 et Jean-Luc Mélenchon aux alentours de 12-13. Est-ce que ça peut modifier, Frédéric Sinclair, là, certains déséquilibres que je viens de mentionner, des équilibres électoraux? Écoutez, j'aurais tendance à dire c'est impossible à dire aujourd'hui. On se rend compte à quel point 2 ans, politiquement, c'est extrêmement long. Les vraies questions, finalement, politiques vont se reposer dans les prochains mois, au moment où il va falloir que ce gouvernement sans majorité vote un certain nombre de textes, une censure à l'été, de nouvelles élections législatives. Il peut se passer n'importe quoi qui puisse percuter l'agenda des juges. Et donc, fondamentalement, on peut imaginer aussi une recomposition pour d'autres raisons. Donc, l'opinion aujourd'hui se cristallise assez tard. Donc 2027, oui. c'est très très loin. La seule chose qu'il faut penser, à mon avis, en termes de stratégie du Rassemblement national aujourd'hui, c'est qu'ils ne vont pas lâcher Marine Le Pen. Ils ne feront pas ça. Donc, après que les commentateurs élaborent des stratégies alternatives, c'est leur rôle. Anticipe potentiellement une candidature d'un Bardella, c'est leur rôle. Ça ne sera pas le cas au RN. Il n'y a aucun des stratèges du RN qui va anticiper cette candidature-là. Ils vont tous faire bloc derrière Marine Le Pen parce que combattre le système qui vient de montrer que la partie judiciaire s'était alliée à la partie médiatique et à la partie politique pour disqualifier sur de faux prétextes. C'est comme ça que c'est perçu. Encore une fois, je vous donne la façon dont c'est perçu par l'électorat, mais le fait que la partie judiciaire se soit alliée aux 2 autres grands blocs et probablement même à l'administration centrale, Conseil d'État, etc., pour disqualifier la principale opposante à Emmanuel Macron et la tête de liste du Rassemblement national, c'est un argument extrêmement fort anti-système. Et le Rassemblement national va jouer auprès de son électorat et même son électorat élargi sur cet argument anti-système. Il faut renverser la table, il faut tout transformer. Alors ils vont le faire de manière démocratique, ils vont le faire dans le cadre de ce qu'on appelle l'état de droit, mais l'argument va être il faut transformer de fond en comble. Il n'est pas normal qu'un juge de première instance puisse décider de l'avenir d'une nation. Voilà, un seul argument, simple, efficace. Alors, il y a une avec nouveauté. Ça, ils vont aller le plus loin possible. Il y a une nouveauté, si on peut dire, dans ce paysage médiatico-politique, c'est quand même les réactions à l'international qui sont fortes, présentes, marquées. Si on prend celle d'Elon Musk, par exemple, qui parle d'abus du système judiciaire et qui prévoit un retour de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut imaginer la suite de ce point de vue-là? Arnaud Benedetti, Guy Barret, Frédéric Sinclair. Arnaud? Donc les réactions internationales, bon, je suis pas sûr d'ailleurs que tous ceux qui ont réagi internationalement, j'ai vu que le Kremlin avait aussi publié, je crois, un communiqué, ou enfin en tout cas avait fait part de sa surprise. Oui, Jair Bolsonaro aussi. Je suis pas sûr que le Rassemblement national recherchait forcément ces soutiens-là aujourd'hui, compte tenu de sa stratégie de respectabilisation, de diabolisation. Après, je veux dire, on peut pas empêcher évidemment des dirigeants internationaux de s'exprimer. Mais je parlais surtout des États-Unis. Le fait que ça vienne des États-Unis, ce qui s'est passé en Allemagne. Elon Musk a aussi réagi sur ce qui s'est passé en Roumanie. Donc, non, mais je partage ce que dit Frédéric Sinclair à la suite de Benjamin Morel. C'est-à-dire que il s'ouvre
potentiellement un espace politique pour une force qui soit une force nationale populiste, beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus transgressive que ne l'est indéniablement le Rassemblement national, qui maintenant, depuis de nombreuses années, s'efforce de se mouler malgré tout dans une vision institutionnelle de la vie politique. Donc là, en effet, avec ce jugement, peuvent apparaître des offres politiques qui soient des offres politiques beaucoup plus transgressives que celles du Rassemblement national. Vous estimez que ça peut le radicaliser ? Non, je pense pas, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on voit quand même dans les réactions du Rassemblement national, et d'ailleurs, c'était très intéressant de voir Marine Le Pen hier chez vos confrères de TF1, c'est que, évidemment, elle est en mode résistance, mais en mode résistance judiciaire, essentiellement, puisque, in fine, elle va utiliser, c'est ce qu'elle a laissé entendre, toutes les ressources judiciaires qui sont à sa disposition pour faire infirmer la décision qui la frappe d'inéligibilité immédiatement. Donc, ils restent malgré tout dans cette logique-là. Ils s'inscrivent dans cette logique, j'allais dire, d'hyper-légalité. Voilà. Mais en effet, je crois que le principal impact que ça peut avoir, c'est sur de larges segments de l'opinion, c'est de renforcer ce que l'on appelle la crise démocratique. C'est-à-dire que de larges segments de l'opinion considèrent qu'ils sont de plus en plus dépossédés. Surtout que ça fait 20 ans que ça existe, si vous voulez. Souvenons-nous quand même du résultat du référendum de 2005, avec en 2008 la réapparition du traité qui avait été rejeté par la fenêtre du Congrès. On l'a vu avec les Gilets jaunes, ce sentiment que le fait de voter ne sert plus à rien, et ce sentiment que finalement les décisions sont prises ailleurs, et y compris maintenant dans le choix des candidats à l'élection présidentielle, puisque des juges peuvent décider finalement de frapper d'inéligibilité de manière, j'allais dire, couperée un candidat. Guy Barret ? Oui, je suis assez d'accord que ça peut susciter une force transgressive. Le problème, c'est qu'elle n'a pas pour l'instant d'incarnation. Oui, ça, c'est vrai. Hein? Alors, certains parlent d'Hanouna, par exemple, hein, qui pourrait avoir cette fonction-là. Rappelons-nous que dans un autre contexte et dans un autre pays, Zelensky était d'abord un comique de télévision. Hein? Et alors, dans les circonstances particulières, là, en Ukraine, il a été élu, vous voyez. Donc, tout ça est possible, mais pour l'instant, il n'y a pas d'incarnation. Je ne vois ni Zemmour, ni Marion Maréchal pouvoir incarner cela. Mais justement, c'est peut-être là aussi le danger. S'il y a quelqu'un qui incarne cette révolte, cette colère, ça peut canaliser, qui canalise, ça empêche que ça déborde sans personne pour aider, guider, comme les Gilets jaunes, si vous voulez. Et puis, au-delà du cas de Le Pen, je pense que si elle n'était pas candidate, ça rebattrait les cartes aussi pour ses adversaires potentiels. Hein. Mais prenons le seul qui, pour l'instant, dans le bloc central, est déclaré, à savoir Édouard Philippe. Il s'apprêtait à affronter Marine Le Pen, et il avait certainement affûté et ses arguments et sa stratégie. S'il doit affronter quelqu'un d'autre que pour l'instant il ignore, ça perturbe un peu. Ça crée de l'instabilité, dans le système politique. Voilà. Et pareil pour Mélenchon. Mélenchon ne travaille depuis des années qu'à cet affrontement final entre lui et Marine Le Pen. Bon. Hein, et puis, si ça n'arrive pas, voilà, bon, donc, l'onde de choc se propage sur un ensemble des protagonistes de la vie politique. Et c'est pour ça qu'il est encore trop tôt pour savoir, pour mesurer toutes les conséquences de cette décision. Le paradoxe, Frédéric Sinclair, c'est que finalement, la figure de Marine Le Pen était quelque chose d'assez rassurant dans le paysage, dans la mesure où les adversaires, ses adversaires, l'avaient apprivoisée, l'avaient bien mise à sa place. Là, ça crée beaucoup de fébrilité, non ? Écoutez, je vais y répondre en englobant la question que vous avez posée précédemment sur l'onde de choc internationale, parce qu'il me semble que c'est lié. Les deux sont liés. En réalité, c'est une question. La question des réactions internationales est extrêmement intéressante parce que on voit bien qui répond. Donald Trump, Medvedev et Vladimir Poutine avant lui, et puis Bolsonaro. Donc, il y a
en Occident un constat qui a été posé par un segment de la population, et ce segment de la population a mis au pouvoir un certain nombre de dirigeants de type conservateur, voire réactionnaire. Ça veut dire que l'Occident est en train de se rebiffer contre ce qu'incarne ce fameux système qui est dénoncé par Marine Le Pen en France, par ce qu'incarne Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, par ce qu'incarne un certain nombre de dirigeants dans un certain nombre de pays européens. Et on voit que ces fractures-là se reproduisent à peu près partout. On voit aussi que Donald Trump a été attaqué par les juges qui ont essayé de l'empêcher de concourir, et que finalement il a réussi, que finalement il est à la tête de son pays, et que finalement il a en projet de faire payer aux juges leur positionnement politique. Et donc on voit bien que Marine Le Pen s'inscrit dans une dimension qui est beaucoup plus large que simplement celle des assistants parlementaires européens. En réalité, le cas Marine Le Pen aujourd'hui est symptomatique de ce qui est du basculement qui est en train de se produire dans tout l'Occident. Si vous prenez 2 secondes l'hypothèse que ce basculement est le seul moyen que l'Occident a de résister à la puissance croissante des BRICS, donc de l'alliance des blocs islamiques et asiatiques qui cherchent à définir un nouvel ordre du monde, vous vous rendez compte que le cas Marine Le Pen est loin d'être singulier et anecdotique. En réalité, et c'est pour ça que ces dirigeants-là réagissent ainsi, parce que cette figure-là, aujourd'hui, de Marine Le Pen, elle porte en elle, quelque part, le malaise de millions d'Occidentaux européens, américains, sud-américains. Et donc, fondamentalement, on a là un condensé, j'allais dire, des grandes luttes de la décennie à venir. Donc, croire qu'au niveau franco-français, il serait possible de mettre de côté la figure de Marine Le Pen et de chercher des stratégies autres, ou croire que la question ne va se jouer qu'entre les positionnements d'Édouard Philippe, de Mélenchon, de Darmanin, de Attal, etc., c'est passer complètement à côté du problème. Donc la question est beaucoup plus vaste. Arnaud, vous souscrivez à cette analyse qui étend la question du cas Le Pen, il nous reste 1 minute à peu près, à l'ensemble du monde, en tout cas du monde occidental. Oui, on voit bien qu'il y a des forces politiques en Occident qui remettent en question une certaine vision du monde et que ces forces gagnent en puissance électorale, élection après élection. La réalité, c'est qu'en France, ils ne parviennent pas à arriver au pouvoir. À la différence de ce qui se passe par exemple en Italie ou de ce qui se passe dans d'autres pays européens, dans les Pays-Bas par exemple. En France, il y a une espèce encore de fermeture qui leur empêche l'accès au pouvoir. Est-ce que cela peut durer? C'est une vraie question. En tout cas, c'est la question essentielle sur le plan politique qui se pose en France pour les mois et les années qui viennent. Et on verra si cette décision peut créer des fractures, un emballement et d'autres recompositions, qui paraît en un mot. Oui, je crois aussi que cet effet fait que ce mouvement en Occident de révolte contre, grosso modo, les élites, c'est un effet de la mondialisation. La mondialisation, elle est économique, mais maintenant, chacun est le voisin dans tous les pays, est voisin d'un autre, qu'il n'y a pas de frontières économiques, mais il n'y a pas de frontières non plus idéologiques. Macron a parlé d'international réactionnaire, ce qui est quelque chose de polémique, mais c'est vrai qu'il y a une dimension mondiale, internationale, à une certaine révolte des peuples contre leurs dirigeants. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Guy Barret, ancien journaliste Figaro, essayiste, Arnaud Benedetti, qui dirige la revue politique et parlementaire, et à Frédéric Sinclair, politologue, analyste en stratégie en communication politique. Merci aussi à tous ceux qui ont réagi lors de cette émission entre 9h et 10h. Le débat du jour tous les matins. On se retrouve demain pour un prochain débat.